Salut les échappés, bienvenue dans le podcast de celles et ceux qui sont passionnés par le vivant. Aujourd'hui, épisode avec Monsieur Perroquet. On va quand même t'appeler Alan. Salut. Salut Greg. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour cet échange qui est sous le signe de la canicule. J'ai cru comprendre qu'en Suisse, il faisait 40 degrés aujourd'hui. Exactement, il fait bien chaud, mais on devrait faire un épisode assez sympa malgré tout. Merci en tout cas pour l'invitation. Merci à toi. Moi, je t'ai introduit en tant que Monsieur Perroquet. C'est vrai que tu es spécialiste de ces animaux-là. Ça vient d'où cette passion-là pour les psittacidés? Alors, j'ai toujours été passionné par les animaux d'aussi loin que je me rappelle. Et après, les oiseaux, de manière plus générale, pour ce que ça représente, par la façon qu'ils ont d'évoluer, d'interagir entre eux, j'ai toujours trouvé ça particulièrement intéressant. Et les perroquets, effectivement, il y avait un attrait physique parce que c'est des animaux qui sont évidemment très très beaux. Et c'est comme ça que j'ai commencé, et aussi et surtout parce que on leur voue des grandes qualités et une réflexion assez particulière, notamment une réflexion émotionnelle qui m'a toujours intéressé. Et c'est ça qui a fait que je m'y intéresse et que je commence à détenir d'abord des perruches et puis des perroquets par la suite. La différence entre les perruches et les perroquets, c'est en fonction de la taille du bec ou c'est juste des espèces complètement différentes qui n'ont rien à voir mais qui sont dans une même famille? Comment tu les différencies? Alors, il n'y a pas réellement de différence anatomique entre les perruches et les perroquets. C'est plus au niveau de l'appellation qu'on les regroupe et qu'on émet des différences. En réalité, il y a 4 familles dans l'ordre des psittaciformes, avec une grande majorité qui appartiennent à la famille des psittacidés dont tu as parlé avant. Et là, on a les haras qui appartiennent du coup à la même famille que les perruchons d'huile et papillons. Et toi, du coup, tu disais que c'était pour l'attrait au début physique et émotionnel avec les perroquets. Ça veut dire que tu as grandi avec? Alors, ça fait effectivement un sacré moment que j'en détiens. Après, j'ai d'abord pu en côtoyer chez des éleveurs, chez d'autres particuliers, parce que c'est un animal qui m'intéressait beaucoup. Et avant de pouvoir en avoir, d'en détenir, parce que évidemment, c'est un animal un petit peu particulier et qui représente quand même beaucoup de contraintes, ce qui faisait un peu peur à ma famille de prime abord. Et de fil en aiguille, à force d'en côtoyer, il y a aussi des gens qui finalement se rendent compte qu'ils n'ont pas la possibilité de les garder parce que les aléas de la vie font que. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pouvoir en avoir chez moi des petits d'abord et des plus grands ensuite. Pour préparer l'interview, j'ai rejoint pas mal de groupes Facebook à l'ancienne sur les perroquets. Et c'est un truc de dingue où je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point ces animaux sont exigeants. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent les refaire adopter, pour le dire gentiment. Mais c'est un truc de fou. Mais tous les jours, quoi. Et rien Tous qu'en les jours. France, alors en Suisse, j'imagine même pas en plus, quoi. Donc... Tous les jours, j'ai des demandes de personnes justement qui souhaitent s'en défaire, soit parce que leur vie, ils se rendent compte que c'est plus en adéquation avec, soit parce que il y a des contraintes et la frustration et une mauvaise détention potentiellement qui aurait fait que on rencontre des problèmes un petit peu particuliers, notamment des cris excessifs ou même de l'agressivité. Il y a des perroquets qui peuvent se présenter quand même comme assez violents. D'accord. Et toi, du coup, lorsque tu as rencontré ces personnes qui travaillaient avec les perroquets, c'est dans une volonté de départ de créer ton entreprise ou du moins de travailler avec eux? Ou Pas juste du tout. t'aimes bien, t'y Non, vas? j'ai commencé par, et je suis toujours animé par cette passion et c'est mon moteur principal. Mais non, c'est vraiment dans un but d'apprendre et de créer une proximité avec ces espèces-là, parce que c'est vrai que en Suisse, on a peut-être un petit peu plus de retard qu'en France par rapport à certaines méthodes d'élevage, notamment sur l'élevage à la main. Et moi, les premiers oiseaux que j'ai côtoyés, c'était vraiment des oiseaux qui avaient aucune relation avec l'homme, qui étaient très méfiants, ou des oiseaux qui avaient été détenus seuls et qui avaient du coup des carences sociales et qui se comportaient pas de la même façon que ce que j'ai pu observer en volière. Donc, disons qu'il y avait vraiment ces deux profils entre guillemets distincts avec lesquels j'ai pu échanger et interagir au départ. Et c'était quand même hyper intéressant de comprendre les mécanismes et tout ce qu'on peut mettre en place d'un point de vue humain pour justement faciliter l'approche et le relationnel vis-à-vis de ces animaux-là. Au départ, tu t'y es pris comment, en fait, pour apprendre toutes ces choses-là?
Alors, au départ, alors j'ai lu un tas de choses en long, en large et en travers, évidemment. À l'époque, c'était pas trop sur Internet, hein, c'était principalement dans des livres. Après, j'ai aussi eu l'occasion de m'inscrire dans des groupements d'éleveurs, justement pour rencontrer du monde, rencontrer des espèces aussi. Après, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce qui m'animait. Je suis pas forcément animé par l'élevage, je suis plus animé par justement ces notions de relation et d'interaction avec les perroquets. Et malgré tout, d'avoir pu côtoyer, d'évoluer dans ce milieu de l'élevage et puis de comprendre aussi certains mécanismes, d'observer finalement, parce que c'est quand même une sacrée bonne école de pouvoir les observer et aussi de se mettre un peu en introspection et d'avoir les yeux grands ouverts pour juste regarder comment ils fonctionnent entre eux, que ce soit juste en couple ou plus largement en groupe. Et il y a des choses que nous, en tant qu'humains, on peut justement mettre en place pour justement se faire accepter plus facilement d'un groupe de perroquets ou pour Mm. paraître moins impressionnant, notamment dans la communication non verbale. D'accord. En fait, c'est si relationnellement évolué, entre guillemets, un perroquet à ce point-là? Bah, tu vois, moi, j'avais pas du tout estimé que ça pouvait être autant, mais même entre les oiseaux, entre les miens, pour ne prendre que cet exemple-là, euh, il y a une dynamique sociale qui est juste incroyable et il y a vraiment des oiseaux enfin, tout évolue au fur et à mesure du temps. Il y a aussi une grosse notion de leadership qu'on observe, notamment vis-à-vis de la pratique du vol libre. Tu vois, il n'y a pas de système hiérarchique qui est clair avec alpha, bêta, gamma, Mm. delta, comme une meute de loups, par exemple. Ouais. Là, c'est vraiment assez spontané. C'est vraiment toujours celui qui se positionne un peu comme le sachant ou qui a déjà vécu l'expérience qui va réussir à leader le groupe. Et du coup, c'est aussi ce principe-là que j'utilise pour faciliter la communication avec mes perroquets et pour les faire revenir, par exemple, lors des sorties vol libre. Et du coup, ils peuvent bien s'entendre entre eux ou avoir des comportements entre eux, mais c'est par espèce ou par exemple, je sais pas, question con, hein, mais j'ai un trio de calopsites, je mets un hyacinthe avec ce trio-là, ça me fait un quatuor de perroquets. Comment ça va se passer? Ça peut pas forcément vivre les uns avec les autres? Alors, il y a effectivement des précautions à prendre, notamment avec une si grande différence de taille. C'est-à-dire que si l'hyacinthe veut s'amuser avec une calopsite, automatiquement, ça peut très très mal finir. Mais malgré tout, effectivement, il y a quand même pas mal d'interactions intra- et interespèces. Et même quand les oiseaux ont justement des congénères qui sont déjà en couple, on se rend compte qu'ils vont quand même facilement en contact avec d'autres oiseaux de manière ponctuelle ou de manière plus récurrente. Et c'est un peu pareil avec l'humain. Et donc, toi, tu apprends toutes ces choses-là, tu découvres plein de livres, tu dévores plein de livres avant le C'est début ça. d'Internet. Et comment tu te dis, tiens, je vais aller conseiller des gens à travers Monsieur Perroquet? C'était quoi la Alors, genèse? ça arrivait bien plus tard. Disons Ouais, que j'ai fait d'abord un apprentissage dans le commerce zoologique. Donc, j'ai travaillé en animalerie d'abord pendant plusieurs années. Ça m'a aussi permis de rencontrer pas mal de personnes avec des oiseaux et puis d'échanger finalement avec eux sur les problématiques qu'ils pouvaient rencontrer au quotidien et sur toute la méconnaissance qu'il y a parce que comme tu en parlais juste avant, il y a quand même une grosse évolution au niveau de la mentalité des gens. Avant, c'était monnaie courante d'avoir un perroquet seul dans une cage dans son salon, une toute petite cage ronde, un perroquet qui était juste là comme décoration. Et aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience, notamment au niveau du bien-être animal. Donc, on réfléchit plus avant de l'adoption et c'est une très, très bonne chose, évidemment. Mais ça permet aussi justement à des pratiques et à des professions comme la mienne de trouver leur place. Après ça, du coup, après cette formation dans le commerce zoologique, j'ai également travaillé en parc zoologique. Et ça s'est fait un peu de fil en aiguille, hein, à force de côtoyer des professionnels du milieu, à force de m'y intéresser aussi, un peu par nécessité. J'ai été reconnu comme expert cantonal d'abord, donc c'est un peu l'équivalent d'un expert départemental, ok. avant d'être reconnu comme expert fédéral, donc l'équivalent d'un expert national en France. Ok. Et en fait, ça s'est fait justement parce qu'on avait un gros manque en Suisse, notamment parce qu'il y a des espèces qui sont soumises à attestation de compétences. Donc, il y a une nécessité à se former
avant de pouvoir les détenir. Et en fait, il y avait personne qui délivrait cette attestation de compétences, pardon, et qui parlait français. Donc, disons que j'ai d'abord eu l'occasion de collaborer dans des affaires vétérinaires parce qu'on a des lois qui régissent du bien-être animal en Suisse, notamment vis-à-vis de la détention par deux ou du volume des cages. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que chacun a sa spécialisation et les vétérinaires cantonaux et les organismes de contrôle, finalement, n'étaient pas forcément armés à prendre toujours les bonnes décisions. Alors, ils pouvaient soit appliquer la loi, soit effectivement chercher à se renseigner. Et c'est là où je suis intervenu dans un premier temps pour justement comprendre un petit peu la dynamique et se rendre compte si oui ou non il y a une nécessité à intégrer finalement un Amazon avec un Amazon qui a vécu pendant 40 ans tout seul et comment le faire pour que ça se passe bien. D'accord, en fait, c'est un gros travail de fond et d'harmonisation des pratiques entre la francophonie et les non-locuteurs, peut-être plutôt germains, j'imagine, en Suisse, quoi. Complètement, ouais. Ok, ouais. T'as Après, organisé comment ce travail-là? Pardon, excuse-moi. non, non, pas de souci. Disons que c'est vraiment de fil en aiguille que ça s'est fait. Après, automatiquement, vu que j'ai quand même des animaux assez particuliers et puis que je les sors aussi à l'extérieur et puis que je suis sur les réseaux maintenant depuis quelques années, j'ai eu la chance d'avoir accès à différents médias et il y a quand même pas mal de monde qui en a parlé. Et même quand je vais promener, entre guillemets, mes perroquets le dimanche après-midi, évidemment, ça fait vite parler dans un village. On se dit c'est quoi le bruit et puis finalement, du coup, ça suit son cours. Ces interventions-là, notamment auprès des services vétérinaires, mais aussi d'autres professionnels avec lesquels j'ai pu collaborer, qui a fait que finalement, on me dise mais on a besoin que tu puisses faire ce cours en français avec une vision un peu nouvelle de la situation, parce que c'était ça un peu la deuxième problématique, c'est qu'on a des personnes qui avaient été reconnues il y a très très longtemps avec justement des méthodes qui étaient plus du tout au goût du jour et on conseillait les gens finalement sur une détention en tant qu'animal d'élevage et pas du tout en tant qu'animal de compagnie. Et en 2020, 2021, 2022, 2023 et jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que du coup, c'est pas forcément ça que les gens recherchent et dont ils ont besoin. Ton travail, ça a été aussi à l'échelle nationale, carrément, de remettre à niveau le pays, que ce soit en termes de loi et de vision de la captivité de ces animaux-là, mais qui, de base, tu disais que la Suisse avait un petit train de retard peut-être sur la France ou la Belgique, mais c'était en fait une problématique de langue. Du coup, si les textes sont pas traduits, la compétence, elle découle pas vers l'Est, hein, globalement, et c'est dommage, quoi. C'est fou. Disons que la problématique qu'on avait, c'est que justement, on a des personnes qui sont reconnues d'un point de vue cantonal et il y avait quand même de grosses lacunes et notamment sur ces attestations de compétences qui sont obligatoires. Donc, il n'y avait pas vraiment de suivi et ça, c'était effectivement quelque chose de problématique. Donc aujourd'hui, disons que j'agis en tant qu'expert et formateur pour l'État, mais une grosse partie de mon travail, c'est d'aider, d'accompagner et de conseiller finalement les particuliers, les professionnels à régler des problématiques qu'ils peuvent rencontrer, notamment des pratiques, des problématiques d'agressivité, comme j'en parlais avant, ou finalement juste de cohabitation, ou de méconnaissance ou de mécompréhension d'incompréhension de son perroquet, pardon, et ou justement de valoriser un petit peu les conditions de vie de son oiseau avec quelqu'un qui se rend compte, effectivement, en se renseignant un petit peu, qu'il peut peut-être améliorer les choses. Et donc, je forme aussi et accompagne des personnes vis-à-vis de la pratique du vol libre ou plus largement pour juste faire en sorte qu'il y ait une meilleure harmonie au quotidien avec leurs oiseaux. Ouais, donc ça fait combien de temps que tu fais ça, alors? Enfin, que Monsieur Perroquet est né, plutôt. Alors, je suis pas bon du tout avec les dates, mais ça fait 4 ans maintenant, 5 ans bientôt que je me suis professionnalisé et que j'accompagne vraiment les gens. Et que ça représente quand même la majeure partie de mon travail. Et au départ, c'était ta volonté de directement accompagner les gens et ensuite l'État pour structurer tout ça? Ou ça s'est fait en Non, même temps? ça a d'abord été, ça s'est fait un peu en parallèle parce que il y avait des personnes qui avaient besoin d'aide et que je suis allé aider, coacher et accompagner. Donc c'était principalement des particuliers. Puis après, il y a aussi eu des problématiques d'élevage et des problématiques en parc zoologique avec des oiseaux, tu vois, qui se reproduisent pas forcément. Ou on va de plus en plus vers la mixité d'espèces. Il y a des choses qui fonctionnaient pas trop bien et on a cherché à comprendre pourquoi.
Et du coup, c'est un peu ça qui a valorisé mes connaissances et qui m'a permis aussi de m'enrichir pour aujourd'hui pouvoir quand même accompagner pas mal de monde. Et du coup, la majorité de tes appels que tu reçois pour aller aider des personnes en formation, en général, c'est quoi? C'est plutôt des personnes qui ont des problèmes ou des personnes qui veulent faire apprendre des choses, comme par exemple le vol libre, à leur perroquet? Alors malheureusement, c'est souvent quand il y a des problèmes que les gens recherchent de l'aide. Et donc, ça représente effectivement la majeure partie de mes consultations. Donc, j'agis soit en visioconférence, soit à domicile, principalement en visioconférence. Comme ça, je peux interagir avec la France, avec la Belgique, voire même plus loin. J'ai eu déjà des clients au Canada ou même en Amérique du Sud. Donc, il y a vraiment des possibilités. Et ça, c'est plutôt chouette. Mais souvent, c'est soit du piquage, soit de l'agressivité. C'est quand même assez régulier. Ouais. Ou des D'accord. cris. Problème de cris. Ok. Et quand tu dis, alors, ces trois problèmes-là, le piquage, c'est lié à quoi? C'est le stress de l'animal? C'est quand on le voit se retirer les plumes, si je me trompe pas. Alors exactement, le piquage, c'est en fait, il y a différentes formes de piquage. Hein, si on veut bien, ça peut aller du simple mâchonnage de plumes au fait de les arracher, voire de les découper, ou jusqu'à des mutilations avec des oiseaux qui s'arrachent même des bouts de peau. Donc, ça peut être très, très grave. Souvent, ce qui est conseillé, c'est d'avoir un suivi comportemental pour faire un point sur les conditions de vie de l'oiseau, comprendre aussi peut-être quel a été l'élément déclencheur, comprendre tout ce qu'on peut améliorer de ce point de vue-là et d'un point de vue relationnel. Mais souvent, c'est multifactoriel et ce qui est préconisé, c'est aussi d'avoir un suivi vétérinaire. Et c'est le meilleur combo, justement, d'avoir un vétérinaire, un comportementaliste pour espérer que son oiseau puisse se remettre dans les meilleures conditions possibles et le plus rapidement. Et toi, pour t'aider, tu arrives à en former des comportementalistes ou c'est dans tes idées de le faire? Alors, c'est effectivement un projet de pouvoir apporter justement un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi intéressés par le métier, qui sont aussi passionnés par les animaux, et je me dis que moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir au départ, justement, d'avoir des personnes qui peuvent justement me former complètement ou même me présenter les choses de cette façon-là. J'ai eu la chance effectivement d'en côtoyer certains, mais d'avoir une formation complète sur le sujet, c'est quand même quelque chose auquel je réfléchis et qui, je pense, pourrait être intéressant. Ouais. Ouais, ça, c'est un tout nouveau métier, quoi. Ça pourrait aider complètement, quoi. Carrément. Ben, c'est pas Ouais. reconnu hein, en tant que tel, Ah, mais ok. le métier de comportementaliste aviaire, il n'est pas reconnu. Il n'y a pas une ligne directrice qui fait que il y a des prérequis entre guillemets. Donc n'importe qui peut s'improviser comportementaliste, et c'est un petit peu ça le problème, c'est que avec les réseaux sociaux, il y a plein de personnes qui émergent un petit peu de nulle part et qui, comme tu le sais, avec certaines vidéos arrivent à créer de la viralité. Et du coup, souvent, ça va en adéquation avec une certaine forme de crédibilité et ça pose parfois quelques soucis. Donc, malgré tout, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait et à qui on fait confiance. Mais c'est partout Ouais. pareil. Ouais, bon, on le voit souvent dans le monde du chien, par exemple, où il n'y a quasiment pas de loi, en fait. Alors, je sais pas comment c'est en Suisse à ce niveau-là, mais j'imagine dans la niche des perroquets, c'est encore moins légiféré, parce que bah, forcément, tu as moins de gens qui en ont, donc l'État va moins s'y intéresser. Pour les parcs zoologiques, on doit souvent à Parrot World. Tu fais Alors, quoi avec eux? là, c'est principalement une collaboration justement parce qu'on a une éthique et des valeurs qui sont plutôt similaires. Donc, l'idée, c'est effectivement de s'associer pour justement faire sensibiliser les gens, les informer aussi et éviter, que les gens puissent comprendre finalement ce que représente un perroquet. Parce que c'est vrai que dans des espaces aussi grands qu'à Parrot World, on se rend peut-être un petit peu plus compte de ce que ça représente, ne serait-ce qu'au niveau de leurs besoins de voler, leurs besoins de gruger, leurs besoins de vivre en communauté. Et dis donc, voilà, on voit souvent à Parrot World parce que c'est un endroit où j'adore aller, mais au-delà de ça, ça pourrait être aussi vis-à-vis de certaines améliorations, je pourrais donner un avis ou un conseil. D'accord. Ouais, t'interviens en fait comme intervenant extérieur pour la partie Complètement. perroquet, où j'imagine, vu le nom chez Parrot World, j'y suis encore jamais allé, mais ils doivent en avoir une blindax. Des Il y a pas mal perroquets. de perroquets et Ouais. effectivement, c'est le point central, c'est le noyau du parc. Et c'est l'essence même finalement de ce parc-là. Et du coup, je t'invite à y aller parce que c'est une sacrée expérience. Ouais, c'est en Seine-et-Marne, je crois.
C'est dans le 77, ouais. Ouais, bah, je vais pas être très loin. Je suis né là-bas. Ah bah voilà. Toi, tu donnes pas mal de conseils, que ce soit sur les réseaux sociaux à travers bah, ton compte Insta, TikTok, etc. Mais aussi, tu as un petit blog où tu mets souvent des articles sur la détention en captivité des perroquets. C'est une volonté de ta part de le faire pour justement que toutes ces personnes-là puissent avoir au moins des bases pour avoir un perroquet chez soi en toute sécurité, sans devoir constamment t'appeler. Alors, ce serait bien pour toi au niveau financier, mais c'est pas le but. Non, non, mais bien sûr. Bah, disons que pour moi, c'est assez important d'informer et de sensibiliser au sens large vis-à-vis de la détention des perroquets, que ce soit pour des personnes qui réfléchissent à en accueillir, juste pour être orientées puis comprendre les principes de base, pour les personnes qui en détiennent ou simplement pour les personnes qui sont curieuses et qui trouvent ça sympa, ou même justement des personnes qui sont totalement réfractaires et qui comprennent pas ce type de détention. Donc, disons que je le fais parce que c'est quelque chose qui m'anime particulièrement. Si j'ai décidé de faire les deux, c'est-à-dire des articles et des conférences, et en parallèle, justement, des vidéos sur les réseaux sociaux, en plus des consultations, c'est pour ouvrir finalement la porte et pousser les gens à la réflexion et aussi qu'ils puissent se rendre compte un petit peu plus des choses. Mais comme tu le sais, sur les réseaux sociaux, on est quand même limité vis-à-vis du montage et on peut entre guillemets pas forcément se permettre de faire des vidéos de plusieurs minutes pour que ça puisse toquer à la porte de tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire le blog en parallèle où justement je peux parler un peu plus en détail d'un sujet et informer sur des sujets même qui pour moi soit il y a pas du tout d'informations, soit justement il y a souvent des informations erronées et c'est important de remettre le curseur à la bonne place des fois et de démontrer les choses et surtout de casser les idées reçues. Et comment tu fais directement pour trouver des bonnes informations? Parce que tu disais au tout départ que tu te formais en lisant des livres. Et aujourd'hui, bah, par Internet, alors c'est une question qui revient souvent dans le podcast, hein, mais trouver une information viable, c'est compliqué. Et en plus, quand toi, tu donnes des informations, il suffit qu'un jour, alors je ne te l'espère pas, mais que tu te trompes, les gens vont se dire, ah bah c'est plus fiable là-bas, tout ce qu'il a dit c'est faux, je vais aller voir ailleurs. Enfin, il y a un nid à emmerde, c'est compliqué. Bah, disons que il y a toujours une marge d'erreur et en fait, je pense qu'il y a quand même une grosse part de remise en question qui fait. Alors, je vais pas passer d'une extrême à l'autre, mais par contre, il y a effectivement des choses qui peuvent évoluer, ne serait-ce que par rapport à ce que je peux vivre moi avec mes perroquets ou rencontrer chez des clients. Mais sinon, effectivement, je pense que c'est important en tant que professionnel de se tenir informé, de continuer à échanger régulièrement avec d'autres professionnels que ce soit des vétérinaires, des nutritionnistes, d'autres comportementalistes, ou effectivement de se tenir à jour aussi de tout ce qui est thèse et autres sur le sujet, et justement de pouvoir y réfléchir en plus et savoir si nous, on est forcément en adéquation avec ça ou un peu plus réticent. Tu arrives à maintenir une veille sur toutes ces nouvelles avancées? Alors, ça dépend des sujets. Il y a évidemment des sujets sur lesquels, enfin, qui m'intéressent beaucoup plus que d'autres. Globalement, effectivement, dès qu'il y a un nouvel article qui sort, je suis quand même très sensible. Après, en France, enfin, en Romandie, en francophonie, on est quand même limité. Donc, c'est souvent des articles qui sont traduits, mais c'est quand même globalement très intéressant. Là, tu as sorti récemment, alors je crois qu'il est sorti ou il est encore en précommande, je sais plus. Tu peux me Le livre, corriger. Ouais. ouais, il est encore en précommande. Ok, bon, il est en précommande. C'est le livre que tu as écrit qui s'appelle Mode d'emploi sur les psittacidés. Il est né de quoi, l'envie d'écrire ce livre? Alors, Perroquet et Perruche mode d'emploi, c'est venu d'une envie toujours d'informer le plus grand nombre. Et en fait, quand j'ai eu contact avec la maison d'édition qui était hyper motivée à ce qu'on sorte un livre qui soit spécifique au perroquet, c'est vrai que l'idée est tout de suite parue comme une évidence. C'est vrai que c'était une forme un peu de consécration pour moi de pouvoir écrire un livre et de mettre entre guillemets tous les conseils que je donne au quotidien et toutes les informations que j'ai en tête sur papier. Alors ça a été un travail colossal, hein, évidemment. J'y ai mis toute mon énergie et tout mon cœur, mais c'est vrai que je l'ai surtout fait pour pouvoir aider un maximum de gens à mieux les comprendre. T'as mis combien de temps à l'écrire?
Des nuits et des nuits. J'ai arrêté de compter, mais j'ai aussi été très très bien entouré par des amis qui m'ont aidé pour toutes les relectures, aussi par un photographe talentueux, ne serait-ce que pour justement avoir de belles images, parce que c'est important pour moi aussi de pas mettre des images issues de banques d'images où on ne sait pas trop d'où viennent les perroquets, comment ils sont détenus. Enfin, c'est un peu dissonant avec le discours que j'essaye de transmettre. Et Mm. du coup, ça représentait beaucoup plus de travail que j'avais pas forcément imaginé au départ. C'est vrai que j'y suis allé un peu à tâtons avec mes idées et finalement c'est pas l'écriture qui a été le plus dur, ça a été d'être finalement assez concis vis-à-vis de certaines vis-à-vis de certaines parties pour justement rentrer aussi dans le cadre et permettre une accessibilité à tout le monde. Ouais, après, avec ton blog, tu avais déjà une expérience d'écriture quand même pour tout ça. Donc, c'était de la synthétisation au final. Complètement. Ouais. Ouais. Et puis après, il y a aussi la maison d'édition qui est là pour, euh, pour corriger tout ça. Après, du coup, c'est ça aussi qui pousse, enfin, qui a fait que ça prenne beaucoup de temps, c'est qu'il y a quand même des choses qui sont hyper importantes pour moi. Et c'est vrai que des petites variations, des fois, peuvent avoir quand même de grandes conséquences et de grandes différenciations au niveau du message qu'on veut véhiculer. Et du coup, ça a été un petit peu un ping-pong pendant un certain temps avec la maison d'édition pour justement que le livre me corresponde surtout et puisse correspondre à un maximum de propriétaires de perroquets. Qu'est-ce qu'il est écrit dans ce livre? Sans trop Alors, spoiler. disons que c'est vraiment le guide de la détention du perroquet et de la perruche. Donc, on aborde vraiment les principes fondamentaux. On aborde le comportement, l'alimentation, tout ce qui fait que souvent on a un petit peu de mal à s'y retrouver euh, en tant que propriétaire et toutes ces choses vis-à-vis desquelles on peut vite être démuni malgré tout. Donc il y a des conseils pratiques. Il y a aussi plein d'idées, notamment de recettes, de choses un petit peu ludiques qu'on peut mettre en place pour nos perroquets au quotidien. Donc, ça reprend un petit peu tout ce que j'essaye aussi de transmettre justement vis-à-vis du blog ou de mes réseaux sociaux. Mais l'idée, c'est que les gens, à la fin de la lecture, soit ils aient appris quelque chose et qu'ils peuvent mettre effectivement en place avec leur perroquet, ou en tout cas les pousser à la réflexion et à chercher finalement à améliorer les conditions de vie de leurs oiseaux, parce que finalement, c'est un petit peu notre mission en tant que détenteur, finalement, de chercher toujours la façon dont on peut faire évoluer la détention de nos animaux, et d'autant plus sur des animaux qui ont une telle durée de vie et une telle intelligence, finalement. Non, en fait, au final, pour la personne qui achètera ce livre, en fait, c'est un petit peu comme un carnet de bord, entre guillemets. C'est OK, j'ai envie de telle recette pour mon perroquet ce matin. Tac, je regarde ce que je peux faire, des idées d'enrichissement. Je commence à avoir des problématiques, on en parlait peut-être au départ, de piquage. Il il y a plein de choses, en fait. C'est un Ouais, mode d'emploi complet, quoi. voilà. Il y a plein de pistes finalement pour que les gens puissent s'y retrouver, puis finalement puissent avoir accès à des informations qui sont un petit peu inédites aussi et qu'on retrouve pas forcément facilement. Ouais, puis c'est beau, même pour toi en tant qu'achèvement personnel, parce que tu as commencé à en apprendre sur les perroquets en lisant des livres d'anciens, entre guillemets, et maintenant tu Complètement. rajoutes ta part avec des méthodes plutôt modernes et qui fonctionnent en plus. C'est Ouais. l'idée, c'est l'idée. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a fait, c'est parce que justement, ça fait quand même un sacré moment qu'il n'y a plus de livres sur les perroquets et la détention qui sont sortis. Et la réalité, c'est que justement, quand on achète ces anciens livres, il y a quand même souvent des pratiques qui aujourd'hui sont considérées comme barbares ou maltraitantes, notamment la taille des plumes de vol ou justement des choses comme la détention en cage, le fait que la cage et l'environnement idéal, tout ça, c'est des choses que j'essaye de faire évoluer, notamment vis-à-vis de ce livre. Hmm. Et du coup, pour revenir directement à la détention de ces animaux en captivité, c'est quoi globalement, très vulgairement, admettons, je sais pas, je veux avoir un trio de calopsites chez moi. De quoi j'ai besoin concrètement? Alors, je prends les calopsites parce que c'est une espèce qu'on retrouve énormément chez les gens. Mais quels sont les prérequis pour adopter un perroquet ou une perruche chez soi, pardon?
Déjà, je pense que ce qui est hyper important, c'est de se renseigner sur l'espèce, parce que comme on a plus de 400 espèces, il y a quand même, enfin même si elles sont pas toutes présentes en captivité et accessibles, il y a quand même des grosses différences au niveau de leur détention. Il y a des espèces qui sont beaucoup plus tolérantes que d'autres, et les calopsites font quand même partie de ces oiseaux qui sont finalement assez tolérants et faciles à détenir entre guillemets. Mais malgré tout, il y a des choses fondamentales qui sont inhérentes à toutes les espèces, notamment le fait d'avoir besoin d'un congénère. Donc ça, c'est quelque chose effectivement d'essentiel qu'il est important de rappeler, et que même avec des oiseaux élevés à la main et même avec des humains qui sont très présents, il faut dire que on n'aura jamais un oiseau qui pourra être stable émotionnellement s'il est tout seul. Donc la dynamique sociale est hyper importante. Il y a aussi finalement le besoin fondamental de voler. Donc ça va un petit peu en corrélation avec un besoin d'espace qui doit quand même être suffisamment conséquent. Et c'est quelque chose auquel il faut penser finalement quand on les adopte. Et après, il y a effectivement toute la partie enrichissement qui est quand même Mm. hyper importante. Donc, qu'est-ce qui les stimule au quotidien? Donc, il y a les interactions sociales, évidemment, qui leur prennent quand même pas mal de temps, mais aussi instinctivement, les perroquets et les psittaciformes sont amenés du coup à rechercher leur nourriture, à voler. Et ça, c'est quelque chose du coup qui en captivité est pas assez souvent mis en place. Donc, il y a aussi tout ce phénomène d'enrichissement avec des possibilités de gruger, de rechercher leur nourriture qui est absolument essentiel. Et je pense que ce dont il faut vraiment prendre conscience quand on adopte ces oiseaux, c'est de la contrainte aussi que ça peut représenter, parce qu'un perroquet, c'est pas propre, donc ça va faire ses fientes un peu n'importe où, donc on est toujours avec notre rouleau de sopalin en train de nettoyer derrière eux. Il y a aussi justement les problématiques de cris. Enfin, je veux dire, même des petites calopsies peuvent crier quand même très Fort. souvent et très fort aussi. Donc, c'est quelque chose auquel il faut penser, ne serait-ce que quand on a des voisins. Mais il y a aussi justement la durée de vie. Enfin, c'est des animaux qui vivent très longtemps. Sur une calopsite, ça va peut-être être une vingtaine d'années, mais on a des records sur des grandes espèces à plus de 80 ans. Donc, c'est quand même, faut quand même penser souvent à la suite et aux personnes finalement qui pourront assumer et assurer le train de vie entre guillemets de ces oiseaux dont on a pris la responsabilité. Il faudrait limite avoir une pièce dédiée, ou alors si on a la chance d'avoir un jardin, carrément une volière en fait. Disons qu'effectivement, le meilleur combo pour moi, ce serait d'avoir un espace intérieur ou une pièce dédiée avec un accès à l'extérieur, parce que c'est clair que il y a toujours plus de stimulus à l'extérieur, et c'est quand même beaucoup plus intéressant pour eux. Il y a, je trouve, un contresens. Alors, tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai lu quelques textes de loi avant de préparer cet épisode. Et en France, alors je ne crois pas qu'il y ait la même chose en Suisse, mais il y a ce qu'on appelle les certificats de capacité. Lorsqu'on a envie ou lorsqu'on fait la demande pour avoir, par exemple, deux haras. Je sais que, par exemple, en France, tu vas avoir un hara, tu peux l'acheter librement. Il faut quand même faire une déclaration préfectorale, je crois. C'est ça, ouais. Et si tu veux en avoir un deuxième, il faut un certificat de capacité, alors que ce sont des animaux qui sont grégaires, donc en avoir un seul, c'est moyen. C'est bizarre, Alors, hein, parce que pour la reproduction, mais je ne sais pas comment ça se passe. disons que le certificat de capacité en France est obligatoire à partir du moment, effectivement, où on veut faire reproduire des perroquets qui sont en annexe 1. Donc, pour obtenir les certificats intracommunautaires, donc entre guillemets le document d'identité de l'oiseau qui atteste finalement qu'on avait le droit de les reproduire, ou à partir d'un certain quota. Et aujourd'hui, en France, du coup, en fonction des annexes, on a quand même le droit à à 10 oiseaux en annexe 1, donc 10 haras Macao par exemple, 10 haras Ararona, donc anciennement Guyane, mais enfin c'était un Oui, texte de Guyane, mais c'est L411-1 et 2. Donc on a le droit à 10 oiseaux soumis à déclaration particulière, et 10 oiseaux en annexe 2 sans restriction en plus. Donc malgré tout, il y a quand même des possibilités. C'est juste au niveau de la reproduction quand même, il faut faire attention, et sur ces quotas qu'il ne faut pas dépasser, parce que sinon effectivement il y a une nécessité à passer le certificat de capacité, qui est quand même quelque chose qui n'est pas accessible forcément facilement à tout le monde. ouais, donc en fait, c'est que pour la reproduction, tu peux très bien prendre deux perroquets, ça posera pas de souci. Complètement. Après, il y a des J'avais mal espèces compris. qui sont soumises à certificat de capacité dès le premier individu, mais Ouais. sinon, sur les perroquets, c'est 10 de manière plus générale.
D'accord, bon après, bon, aller jusqu'à 10, faut être fort quand même. Ça arrive, Oui, tu te sens concerné? un petit peu. D'ailleurs, t'as quoi comme perroquet chez toi? Je sais qu'on voit souvent tes hyacinthes en story. Ouais, C'est très alors beau. les hyacinthes sont très très interactifs, donc c'est vrai qu'ils sont très souvent sur moi, donc on les voit beaucoup. Après, j'ai un Arachloroptère qui est en couple avec un Cacatoès à une nue. Donc c'est assez particulier, mais ça fait quand même des années qu'ils vivent ensemble et qu'ils côtoient d'autres espèces avec lesquelles ils auraient très bien pu s'entendre. D'ailleurs, mon Chloroptère fait quelques infidélités de temps en temps à mon œil nu en se mettant un coup en couple avec un des hyacinthes, un coup en couple avec d'autres haras que j'ai, mais il retourne toujours vers elle. Sinon, j'ai aussi un Cacatoès de Leadbeater, donc qui à l'origine devait cohabiter avec mon œil nu, mais ils peuvent pas se piffrer. Et j'ai aussi un hara rubrogenis, un hara hybride et deux conures dorées. D'accord. Quand tu dis la rat hybride, c'est par exemple quand un Macao et un Rwanda, ça va donner un rat différent, c'est ça? Exactement. Donc Ouais, là, c'est une hybridation entre deux espèces, donc entre un hara macao et un hara militaire, pour le coup. d'accord. Ouais. Après, c'est pas quelque chose que j'encourage forcément, hein, d'autant plus que ça fait maintenant quelques années que je l'ai. Et pareil, enfin, c'est quelque chose qui est pas hyper courant en Europe et en francophonie. D'ailleurs, il y a pas mal d'éleveurs qui sont contre et honnêtement, avec du recul, je comprends un petit peu pourquoi. Parce que d'un point de vue comportemental et tempérament, enfin, là, pour le coup, on a mixé deux espèces qui sont très nerveuses, très actives et heureusement, finalement, que je la détiens comme ça, avec beaucoup d'autres oiseaux, avec le vol libre et avec beaucoup de stimulation, Hmm. parce que c'est un oiseau qui aurait pu poser de gros problèmes en tant qu'oiseau de compagnie dans des conditions inadaptées, quoi. Ouais, ça devient c'est une pile électrique, quoi. En plus, vu Ah, la complètement, taille. Ouais. c'est une bombe à retardement, le truc, Hmm. ouais. Ça, on s'en rend pas compte. J'en avais pris en photo directement dans une volière. En fait, mais bon, vous voyez pas la caméra, mais ça fait un bon mètre d'envergure, quoi. C'est des oiseaux assez impressionnants, les haras, quoi. Complètement, ouais. Puis en termes de danger, tu vois, tu parlais de comportement. Si je me trompe pas, ça peut te cisailler un doigt facile, hein. Alors, ils ont une puissance tout à fait extraordinaire, bah, ne serait-ce que pour prendre l'exemple des hyacinthes. Euh, Franchement, il n'y a pas grand-chose qui leur résiste en soi et un poignet ou un doigt, le broyer, ça leur pose absolument aucun problème. Après, il faut se dire aussi que sur ces espèces-là, c'est quand même des espèces qui sont très démonstratives et qui ont aussi conscience de leur taille et de la puissance de leur bec, Ok. ne serait-ce que vis-à-vis des interactions qu'ils ont entre eux. Donc souvent en tout cas sur des oiseaux qui ont des codes sociaux et qui sont bien dans leur plume, bien dans leur tête, bien souvent il faut presque le vouloir hein, finalement pour se faire pincer et voire détruire quelque chose. Après on a des espèces qui sont bien plus problématiques, hein. Il y a une espèce qui est quand même très courante en captivité, c'est le cacatoès blanc, le cacatoès alba, Crête jaune? euh, crête blanche du coup, les tout blancs. Ah, juillet. Ok, je vois. Ouais, pardon. Et effectivement, ceci, donc déjà, psychologie un peu particulière, les mâles gèrent très très mal la frustration et souvent, bah, ils sont détenus seuls parce que ça pose problème et c'est très mignon quand c'est bébé, c'est hyper tactile, hyper interactif, sauf qu'ils gèrent très très mal la frustration, comme je le disais, et des fois, il suffit de pas grand-chose pour avoir des cacatoès qui sont vraiment problématiques avec des blessures qui peuvent être quand même très très graves. J'avais entendu parler il y a quelques années de quelqu'un qui s'était fait arracher une partie de la paupière avec l'œil par son cacatoès, alors que elle était juste sur un fauteuil en train de lui faire des câlins. Son mari est entré dans la pièce et ça l'a fait tourner, quoi. Donc Ah, il y la a vache. vraiment des espèces vis-à-vis desquelles il faut quand même se méfier. Et typiquement les cacatoès indonésiens, je les déconseille absolument, et même pour des personnes plus expérimentées. Mais il y a comme des contraintes qu'on ne va pas retrouver chez d'autres familles d'espèces, chez certains mammifères, où là, limite, tu peux à peine t'absenter la journée lorsque tu as un perroquet, en fait. Complètement. Bah, disons que ce qui est déjà ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement à tous les niveaux, hein, autant émotionnel que financier, parce que c'est aussi des animaux qui gaspillent beaucoup, qui ont besoin d'une alimentation assez particulière, avec quand même des aliments frais, etc. Donc, c'est des choses auxquelles il faut absolument penser en amont et effectivement de savoir aussi vers quelle espèce on se dirige. Et il y a quand même des espèces qui sont plus problématiques que d'autres, mais il y a toujours un espèce de trait commun à tous ces problèmes qui peuvent des fois paraître un peu surprenants et qui débarquent d'un jour à l'autre sans crier gare.
mais c'est souvent sur des profils d'oiseaux qui ont vécu seuls et du coup qui n'ont pas de bonne gestion émotionnelle et pas de codes sociaux. Et ça, c'est quand Mm. même quelque chose qu'il faut absolument garder en tête. Quand on adopte un perroquet, on n'en adopte pas qu'un, mais on en adopte absolument deux, quoi. Et comment tu fais pour éviter toutes ces problématiques, hein? Tu t'en parlais au début, peut-être des grandes règles générales pour éviter le piquage, les cris intempestifs et les troubles émotionnels, je sais pas comment tu peux appeler ça comme ça. Bah, disons que pour moi, ça va vraiment. Enfin, si on met en place les bonnes choses et les bonnes bases, et que nous aussi on y est préparé, parce que c'est quelque chose dont j'ai pas parlé, mais finalement les interactions avec l'humain peuvent aussi créer certains comportements et accentuer, voire même en générer d'autres. Donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire finalement, à communiquer comme eux, parce que bah, comme je le disais, le perroquet est un peu son seul maître, et du coup il faut vraiment apprendre à s'adapter, apprendre à communiquer pour faire le moins d'erreurs possible, pour comprendre aussi la façon dont ils ont de fonctionner, donc de respecter leur but de confort, de les laisser venir à nous, de pas les contraindre, parce que finalement toutes les contraintes et tout ce qu'on pourrait mettre en place qui peuvent accepter petit, quand ils deviennent matures et qu'ils s'affirment un petit peu, c'est des choses qui souvent posent problème et qui créent de l'incompréhension avec les humains. Donc je dirais qu'il y a vraiment une base avec le fait de les détenir dans des bonnes conditions, donc dans un espace suffisant avec des congénères, des enrichissements, une bonne alimentation, et aussi bah, justement tout l'aspect social avec les congénères et les comportements humains avec les adaptations qui vont avec. Mm. Ouais, donc au final, il faut prendre les problèmes à la base directement avant que ça s'empire, quoi. Bah, disons qu'effectivement, de pouvoir partir sur des bonnes bases, ça permet Mm. vraiment de limiter les choses. Et après, on a de la chance finalement que les perroquets soient des animaux proies qui se remettent quand même assez vite en question. Donc, ils font souvent la balance entre les bénéfices et les risques. Et un perroquet, finalement, tout ce qui va pas lui servir, il va le mettre de côté et cesser de l'exprimer. Sauf qu'une fois que on se fait attaquer par son perroquet, c'est impressionnant, ça peut faire mal, et des fois c'est un peu compliqué de revenir en arrière, mais il y a Mm. toujours des possibilités. Il faut juste y être bien préparé et possiblement se faire accompagner aussi pour éviter d'enrayer le truc et que ça devienne toujours plus problématique. Parce que quand on gère le problème rapidement, ça s'inverse plus facilement que quand ça fait un certain temps que c'est installé. Et ça, c'est valable pour les cris, comme pour l'agressivité, comme pour des problèmes de piquage. Et comment tu fais pour maintenir une certaine relation de respect, entre guillemets, avec, entre un perroquet et toi? Parce que vous n'êtes pas du tout de la même espèce. Alors, il comprend que tu es celui qui apporte à manger, qui s'occupe de lui, qui gère les enrichissements, ce genre de choses. Comment il te perçoit, en fait? Et encore, hein, parce Ah ouais? que souvent, c'est un petit peu ingrat, mais c'est quand même quelque chose qui revient assez régulièrement où j'ai des personnes qui m'appellent en me disant c'est moi qui fais tout et finalement, dès que j'ouvre sa cage, il va sur mon copain, mon mari, ma femme ou ma copine et moi, il s'en tape absolument alors que c'est moi qui lui donne à manger, c'est moi qui lui mets ses jouets, c'est moi qui nettoie sa cage. Donc vraiment, le perroquet, pour ça, ingratitude absolue. C'est pas parce que entre guillemets tu t'occupes de son environnement qu'il va avoir un attrait pour toi. Souvent, c'est vraiment au niveau du relationnel et aussi de la façon dont on le respecte et tout ce qu'on met en place, justement, comme j'expliquais, vis-à-vis de la contrainte qu'on peut représenter. Donc, que l'humain soit associé à des choses ultra positives en associant la récompense alimentaire parfois ou le renforcement positif. C'est des choses qui permettent à l'oiseau finalement de nous monter un petit peu d'un point de vue social et d'avoir plus d'intérêt pour nous. Mmh. Ouais, donc Mais les en choses fait, peuvent évoluer et changer à tout moment, hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne faut pas se reposer sur des acquis avec les perroquets. C'est-à-dire qu'à certaines périodes, notamment des périodes un petit peu charnières comme des périodes hormonales, potentiellement, il faut faire d'autant plus attention à tout ce qu'on fait. Et ils vont assez vite nous rappeler à l'ordre si jamais, donc soit en évitant le contact. Souvent, on a des perroquets qui ont assez peur des mains et qui fuient leurs propriétaires, ou simplement d'autres qui vont avoir tendance à pincer pour justement avoir l'attention de leur propriétaire. Et ça, c'est tout des choses que j'essaye de transmettre aux gens pour justement qu'ils comprennent la dynamique et surtout qu'ils se fassent, qui deviennent pas esclaves non plus dans l'autre sens de mmh. leur perroquet. Donc, on arrive finalement à communiquer en étant au même niveau et pour obtenir des choses d'eux. Donc, d'utiliser la psychologie inversée, c'est quand même quelque chose qui est hyper pertinent pour eux, qui fonctionne quand même très très bien. Tout ça, t'as réussi à l'expliquer dans ton livre aussi?
Alors, c'est Alors, concis, hein. Enfin, il y a ouais, bien sûr, effectivement, mais il y a des principes de base, notamment comme comment aborder un perroquet, comment faire en sorte effectivement qu'un problème ne s'installe pas. Qu'est-ce que moi je peux faire en tant qu'humain pour limiter ses cris, pour éviter même qu'il cible un de ses congénères, parce que ça c'est quelque chose qui arrive aussi fréquemment pour attirer l'attention de l'humain, que deux perroquets qui peuvent très très bien s'entendre toute la journée finissent par se taper dessus dès qu'ils entendent l'humain rentrer, pour que l'humain arrive un peu en trombe. Et du coup, c'est des choses finalement qu'il faut apprendre à gérer au mieux pour faire en sorte que le perroquet n'en tire pas de bénéfice et du coup qu'il arrête de l'exprimer. Donc l'humain, finalement, en position de leader, peut quand même obtenir pas mal de choses de ces perroquets. c'est une posture mentale qui est vachement complexe quand même. Ben, on adopte des réflexes hein, au fur et à mesure du temps. Et comme je te le disais, quand on fait fausse route, on s'en rend très très vite compte. Soit parce que du coup, on n'est plus en adéquation avec nos perroquets, on commence à se faire pincer, etc. Et du coup, c'est important de faire une introspection à ce moment-là, de se remettre en question et de comprendre la dynamique, chercher à comprendre d'où vient le problème et de se dire que c'est pas juste un caprice que l'oiseau fait et qu'il n'a pas juste envie de nous embêter, que c'est bien plus que ça. Et du coup, comment finalement on peut améliorer la situation et qu'est-ce que nous on peut faire en tant qu'humain. Comment tu apprends à un perroquet le vol libre? Parce que il faut bien qu'il revienne. C'est une question Alors, bête, hein. disons que effectivement c'est l'idée hein, parce que c'est pas un cerf-volant, ça fonctionne effectivement avec des comportements instinctifs qui sont assez clairs, qui peuvent être difficiles à concevoir et à percevoir d'un point de vue humain. Mais disons que déjà vis-à-vis de ma pratique du vol libre, ce qui est important pour moi, c'est de transmettre l'idée que c'est pas forcément une fin en soi. Donc ça peut effectivement pour certaines espèces être quand même hyper enrichissant et hyper intéressant. Mais pour moi, ce qu'il est important d'estimer avant de se dire non, moi j'ai un perroquet, il faut que je le fasse voler, il faut que je le mette à l'extérieur, c'est est-ce que mon environnement est adapté? Est-ce que l'individu, de par son espèce et de son profil, est aussi un bon candidat pour le vol libre? Ou est-ce que la prise de risque est trop grande par rapport aux bénéfices qu'il peut en tirer? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi à transmettre parce que il y a des gens, comme tu lui donnais l'exemple avant des calopsites, qui se disent ah, on va faire voler des calopsites, sauf qu'une calopsite, instinctivement, ça vole quand même en ligne droite dès que ça a peur. Ça peut parcourir des kilomètres parce que ça a une silhouette qui est très aérodynamique. Mm. Et ce qui les sécurise, elles, c'est d'être en très grand groupe. Sauf qu'il n'y a personne qui peut assurer le retour d'un groupe de 100 calopsites. Et effectivement, la prise de risque est bien plus conséquente du fait qu'elle est bien plus souvent prédatée de par sa taille. Et il y a plein de choses en ce sens qu'il faut malgré tout estimer et prendre en compte avant de se lancer. Après, pour ce qui est de l'entraînement, ce que je peux conseiller vraiment en priorité aux gens, c'est de se former auprès d'un professionnel pour éviter justement de commettre certaines erreurs. Parce qu'on pense souvent que le fait qu'on ait un lien avec le perroquet, ça permet effectivement de le faire revenir, alors que pas du tout. Enfin, c'est pas ça qui va faire que le perroquet revienne absolument. C'est-à-dire que s'il a peur de quelque chose, peu importe le lien qu'il peut avoir avec son humain, le comportement instinctif va primer et l'oiseau va se barrer. Et si on n'a pas géré tout le reste en amont, donc si on n'a pas un bon environnement, si on n'a pas instauré toutes les manœuvres de rappel et tous les exercices en amont, si effectivement on n'a pas fait suffisamment de désensibilisation, c'est des choses qui peuvent mettre à mal notre perroquet en vol libre. Et aussi, on en revient, mais il y a aussi beaucoup de choses que l'humain peut justement induire en sortie et qui peut mettre en difficulté l'oiseau ou au contraire le faciliter dans sa démarche. Donc, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir les connaissances finalement de ce qu'est un vol de fuite, ce qu'est un vol exploratoire, comment le gérer en tant qu'humain, comment se positionner, comment réagir aussi pour justement ne pas être trimballé par son perroquet et finalement devoir le suivre partout, mais quand même garder une certaine forme de contrôle sur ces sorties-là. Ouais, c'est à la limite une branche de la volerie, en fait, de ce que tu me racontes. Alors, et d'ailleurs, le vol libre dans plein de parcs zoologiques est exprimé comme ça. Les premières personnes qui se sont lancées en vol libre ont utilisé tous ces principes de la fauconnerie, notamment la restriction alimentaire. Après, c'est quelque chose du coup que moi j'ai supprimé parce que il y a quand même une dissonance, je trouve, notamment sur les perroquets qui volent pas que par nécessité, contrairement aux rapaces et qui vont pas juste voler pour s'alimenter. Et moi, j'avais besoin que quand je sorte mes perroquets,
ils sont en mesure effectivement d'explorer leur environnement et que ça puisse être suffisamment enrichissant pour eux. Au-delà de l'effort physique, de justement pouvoir en tirer quelque chose de bénéfique d'un point de vue comportemental. Et je pense qu'un oiseau qui, du coup, est pas en pleine possession de ses moyens du fait qu'il a faim, va pas forcément réagir de la même façon. Donc, ça change complètement le cours de la sortie et le cours des choses. Mmh. Il y avait aussi une autre technique qui était utilisée, il y a une vingtaine d'années où, tu en parlais un petit peu en off, où il y a certaines personnes qui, alors je sais pas si c'est encore, beaucoup fait, mais qui taillaient les plumes des ailes des perroquets pour leur éviter justement, de se barrer, hein, concrètement. Ça se fait encore? C'est réglementé? C'est interdit? Ça lui fait Alors, mal? c'est quelque chose qui se fait encore, malheureusement. Alors de moins en moins, parce que il y a quand même une prise de conscience et les gens se rendent compte que c'est quand même leur principal moyen de locomotion. Un perroquet n'est pas fait pour se déplacer en marchant, même si il utilise ses pattes pour grimper. C'est quand même pas une priorité pour lui, ou en tout cas pas aussi important que de voler. Donc effectivement, que ce soit le fait de lui tailler les plumes de vol ou de le détenir dans un environnement qui lui permet pas de se mouvoir, c'est des choses qu'il faut absolument abolir et surtout qui ont des conséquences autant d'un point de vue psychologique que physiologique. Et on en parlait avant, la frustration est énorme, même sur des très courtes périodes, hein, parce que souvent c'est fait sur des jeunes oiseaux pour éviter qu'ils s'échappent et peut-être pour les manipuler un petit peu mieux. Sauf que les conséquences sont absolument dramatiques et on n'obtient rien finalement de très positif à ça. Finalement, l'oiseau se résigne à accepter l'interaction avec nous, mais on n'arrive pas à créer forcément un lien de confiance avec des oiseaux qui sont inhibés dans leur vol et qui ont du coup pas toutes les possibilités de réagir et d'interagir correctement. Donc, Mmh. pour ma part, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument supprimer de toutes les pratiques. Avant, il y avait des vétérinaires qui le faisaient, il y en a quand même de moins en moins parce qu'on se rend compte finalement de la catastrophe que ça peut représenter. Et il y a quand même de plus en plus de gens qui se rendent compte aussi que, OK, si on veut un perroquet, on doit accepter finalement qu'il se déplace comme ça, que potentiellement il va pouvoir aller à des endroits un peu inaccessibles pour justement gruger ou nous embêter un petit peu, qui va justement avoir ce besoin essentiel de voler. Et c'est quelque chose qu'on doit accepter dans le package quand on adopte un perroquet. Mmh. Il y a aucune justification, à mon avis, qui pourrait nous permettre de nous dire que c'est une bonne chose de tailler les plumes de vol d'un oiseau. Il y a des projets de loi peut-être pour légiférer ça? Parce que tu vois, tu me dis qu'il y a des vétérinaires qui le font de moins en moins, mais c'est pas sous la contrainte, quoi. C'est parce qu'ils n'ont pas envie de le faire, parce qu'ils se rendent compte que Bien sûr, ouais. Alors, disons qu'en France, il y a des interdictions, notamment vis-à-vis de l'éjointage. Je crois, je suis pas vraiment très renseigné sur le sujet en France, mais en Suisse, en tout cas, c'est interdit. C'est interdit d'inhiber l'animal ou de l'entraver mmh, dans son moyen de locomotion, finalement. Donc, on n'a pas le droit non plus de les détenir avec un fil à la patte, par exemple. Et d'ailleurs, heureusement, enfin, c'est quand même une sacrée grosse avancée parce ouais, que il y a quand même beaucoup de gens qui promenaient leur perroquet avec une laisse à la bague. Et en fait, souvent, il y a des pattes qui étaient arrachées, disloquées. Enfin, pareil, ouais, c'est un peu des moyen, gros ouais. accidents qui pouvaient intervenir. Donc, en Suisse, on a cette chance-là d'avoir quand même une législation qui fait que, mais il y a toujours des gens qui passent un petit peu à côté et qui sont vraiment sûrs que c'est la bonne idée ou qui justifient le truc en se disant oui, mais du coup, ça me permet de le sortir. Et en fait, on en revient à cette balance bénéfice-risque ou contrainte par rapport aux bénéfices qu'ils peuvent réellement en tirer. Et le fait de lui tailler les plumes de vol, même s'il peut effectivement explorer un arbre pendant 2 heures, le jeu n'en vaut pas la chandelle, quoi. C'est un peu barbare aussi quand ils réfléchissent quand même leurs plumes, elles repoussent, mais il y a quand même des nerfs dans les plumes. On le voit, hein, même quand on doit retirer une plume qui s'est cassée ou autre, on voit quand même que ça les met très en inconfort. Il y a la conséquence alors directe sur l'oiseau qui, par réflexe, va chercher à s'envoler et qui va juste s'éclater par terre et potentiellement se faire très mal, hein. Enfin, il y a des oiseaux qui se compriment la cage thoracique, qui s'ouvrent au niveau du bréchet justement parce que ils n'ont pas du tout ce réflexe-là de ne pas pouvoir s'échapper.
En fait, quand ils s'envolent, enfin, parce que Ouais. le vol finalement est un réflexe, donc que ce soit parce qu'ils sont mal à l'aise ou parce que ils sont stressés ou autre, ils vont chercher à s'envoler de manière Mm. quasiment instinctive. Sauf pour des oiseaux qui auraient perdu ce réflexe de par une mauvaise détention. Mais sur le principe, c'est un petit peu l'idée. Et sur des oiseaux du coup qui n'avaient pas les ailes taillées, à qui on taille les ailes, souvent dans les premières heures, il y a des blessures du fait que l'oiseau pense pouvoir utiliser son aile et peut pas le faire. Donc, il s'explose contre le sol assez facilement et il y a des blessures, notamment au niveau du jabot. C'est souvent, euh, pas le jabot, pardon, au niveau du bréchet, donc l'os médian D'accord. Ouais. thoracique. Et c'est souvent là qu'il y a des grosses blessures et du coup, c'est absolument catastrophique, quoi. Ouais, c'est super triste, quoi. Et c'est dingue que c'est mis autant de temps à évoluer parce que de ce que tu me dis, je trouve que c'est assez récent, en fait, que la taille des plumes est en train de disparaître. Donc, Complètement. Disons que je pense que c'était d'autant plus courant à l'époque où les perroquets, les méthodes d'élevage n'étaient pas les mêmes. On avait beaucoup de perroquets d'importation à la base, donc des perroquets qui étaient prélevés dans leur milieu naturel. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus du tout courant. Mais du coup, sur ces oiseaux-là, automatiquement, c'est des oiseaux qui avaient très très peur de l'homme, avec lesquels qu'on pouvait pas manipuler facilement, qui avaient des peurs un peu irascibles et potentiellement des traumatismes énormes du fait de leur capture. Et du coup, c'était le moyen de pouvoir contrôler l'animal au mieux de le faire. Et je pense que ça a déjà diminué dès lors où justement il y a eu ces principes d'élevage à la main avec des oiseaux qui avaient plus forcément peur de l'homme, qui cherchaient l'interaction. Donc déjà là, ça a limité le truc. Et on a des personnes qui continuent à le faire justement pour se dire, je peux ouvrir mes fenêtres sans que mon oiseau se barre. Les conséquences que ça a, autant, comme je te le disais, psychologiques que physiologiques, sont énormes. Et même sur une très très courte période. mm. C'est-à-dire que même un oiseau qui va pas voler pendant 6 mois, entre guillemets, le temps de la repousse et que ça se renouvelle, on a souvent des oiseaux qui ont des blocages énormes à la suite de ça et surtout qui ont perdu une grande partie de leur confiance en eux aussi, parce que c'est des animaux qui ont une grosse individualité de base et le fait de leur tailler les plumes de vol, ça les casse, mais complètement, quoi. En fait, c'est un confort pour le propriétaire plus qu'autre chose, quoi. J'ai Ah, pas envie qu'il se barre, je vais tailler les plumes, merci, ce quoi. n'est que ça. Ouais. Il y a aucun confort pour le perroquet. Alors, je sais que dans certains élevages, ils le font sur des cacatoès où on a justement, comme je te le disais, des mâles qui sont très très Compliqué. violents et agressifs et très compliqués. Et on a des cas de féminicide pardon, assez récurrents en élevage. Et du coup, il y a certains éleveurs qui préconisent le fait de leur tailler une aile pour justement limiter ce comportement-là. Je pense aujourd'hui, enfin de par mon approche et mon avis sur la question, c'est de se dire qu'il y a d'autres moyens Mm. finalement parce que c'est quelque chose qui n'est pas rencontré dans la nature. Pourtant, le sexe ratio est déséquilibré. Donc, on a plus de mâles et pourtant les femelles se font pas buter pour autant. Donc, Ah ouais. il y a peut-être quelque chose à réfléchir dans le sens, effectivement, de se dire, OK, comment est-ce que dans la nature, ils font pour décharger leur frustration? Comment on fait pour l'éviter dans la nature? Donc, il y a effectivement une question de place, il y a une question de rivalité entre mâles et de querelles qui rentrent en ligne de compte et qui fait que du coup, ça décharge la frustration et ça permet aux femelles de vivre un peu plus tranquillement, donc d'avoir des groupes sociaux qui sont un peu plus grands, ou aussi d'avoir des volières qui sont correctement aménagées. Parce que c'est aussi un problème qu'on rencontre fréquemment avec des oiseaux qui ciblent, d'avoir des volières qui sont très vides avec un perchoir d'un côté et de l'autre de la volière pour permettre le vol, mais avec des oiseaux qui sont compliqués, qui vont et qui potentiellement n'ont pas non plus la même énergie et les mêmes capacités d'avoir justement des problèmes de ce type. Donc il y a aussi une question d'aménagement avec des brises-vues, le fait de casser un petit peu l'espace, de compartimenter, qui peut permettre de limiter ce comportement-là et de mettre des enrichissements malgré tout, parce que le fait de les maintenir occupés et stimulés intellectuellement, ça permet quand même de limiter pas mal de comportements indésirables, et notamment au niveau de l'agressivité. Donc aujourd'hui, les espèces qu'on va retrouver à la vente, il n'y a quasiment, enfin, maintenant, il n'y a plus qu'en fait des animaux qui sont directement nés en captivité, quoi. De ce que je sais, oui. Après, Ouais. certainement qu'il y a Bon, du trafic et évidemment, mais c'est même, enfin, c'est même évident, mais
En France et en Europe de manière plus générale, avec la législation qu'on a et avec la CITES qui contrôle quand même pas mal de choses, notamment sur des espèces aussi sensibles que la majorité des psittaciformes. Ouais, la majorité des individus sont quand même identifiés, on connaît leur provenance et la majorité sont effectivement nés et élevés en captivité depuis des générations et même sur des espèces assez rares. Ouais, si on retrouve des trucs, des fois, je vois différents articles qui peuvent tourner sur justement le trafic d'espèces. Enfin, je sais pas comment ils arrivent à foutre des cacatoès dans une bouteille d'eau, quoi. Enfin, Ouais, mais je n'ai pas la réponse à cette Ah question. non, mais Enfin, j'espère. après, certainement qu'ils Mais, doivent être shootés, sédatés en parallèle, mais c'est absolument atroce. est-ce que tu as d'autres projets à nous annoncer pour la suite? Qu'on finisse pas quand même sur le braconnage? Si on peut parler d'autre chose, quels Ouais, sont les projets pour la suite? Déjà, il y a la sortie du livre un beau projet. qui va quand même être une sacrée belle avancée et dont je suis plutôt très fier. Donc là, la première vague de précommande devrait recevoir son livre courant juillet. Et après, il sera disponible partout. Donc, c'est quelque chose qui va me suivre quand même pendant un certain nombre d'années, j'espère. Et il n'y aura pas un deuxième livre tout de suite, même si c'est quelque chose qui m'intéresse. Et il y a plein de sujets que j'aimerais pouvoir développer. Pour l'instant, c'est ce guide-là. Après, j'aimerais aussi pouvoir faire davantage de conférences dans plusieurs coins de la France, notamment en Belgique et en Suisse aussi, pour aborder certaines choses. Donc là, le prochain, c'est à Parrot World, donc le 3 octobre, Hmm. où on va parler de bien-être de manière assez globale, le bien-être des perroquets en captivité. Donc, où on va parler d'enrichissement, d'alimentation, justement de ces besoins fondamentaux. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir développer à l'avenir et puis, effectivement, continuer à alimenter les réseaux sociaux, mon blog et aussi aider un maximum de gens vis-à-vis de leur détention, que ce soit pour les problématiques ou pour justement valoriser les conditions de vie. Ah ouais, ça fait plein de choses quand même. Voilà, Calendrier assez chargé. c'est clair. Donc On là, on est s'ennuie le pas. 20. Bah, j'imagine. Là, on est le 28 juin à la date où on tourne. Le livre, tu sais à quand il sort? Il sort en juillet. Ah, ok. Ah, bon, ouais, dans pas longtemps. D'accord. Ok. Donc là, on est vraiment sur la dernière partie de la mise en page. Ouais, Donc il y a eu un gros travail de mise en page. Là, on est sur le peaufinage. Donc on fait d'accord. les dernières modifications. Là, il va partir juste après en impression. Donc il y aura une première version à valider. Et après, il sera d'abord distribué à toutes les personnes qui l'ont précommandé. Et après, il sera disponible en commande dès lors, dès le mois de juillet, pour que les gens le reçoivent dans un délai qui soit beaucoup plus court, du coup. Ok. Bah, super. Bah, du coup, pour tous ceux qui sont intéressés, on vous les mettra évidemment les liens d'achat et de précommande enfin de commande maintenant, du coup, je pense que le podcast sortira. Donc, tous les liens de Carrément. commande, ils seront dans la description. Et également, on mettra aussi ton site, Monsieur Perroquet, pour si vous Avec jamais vous plaisir. avez des perroquets chez vous, vous avez besoin d'aide, d'accompagnement ou de bons articles à lire. Vous savez où les trouver. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Bah ouais, c'était super intéressant. On a appris plein de choses. Trop bien. Trop, Puis trop bien. bah, je te dis à une prochaine, du coup. À tout bientôt. Ouais, Merci. salut. Ciao, ciao.